Merci de rester fidèle à votre chaîne préférée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un objectif, faire du Bénin le hub du numérique dans la sous-région. Une année 2021 retenue comme année de concrétisation de cette ambition. Au soir de cette année 2021 donc, le Bénin a-t-il réussi à accomplir ce rêve? Sur cette émission, 3 rubriques vont nous permettre de répondre à cette interrogation. À la loupe, nous verrons si en 2021, le Bénin peut se prévaloir État plateforme, tout comme l'Estonie. La rubrique Start-up fera plein feu sur l'entrepreneuriat numérique. Le gouvernement a-t-il apporté un réel soutien aux start-up cette année 2021? On va le savoir. Puis bien entendu, on abordera également l'aspect sécuritaire. La cybersécurité sera la dernière rubrique de cette émission. Alexandra Jotan, comment vous portez-vous? Je vais super bien, Rodrigue Babagbeto, chers téléspectateurs, bonjour. Ainsi donc, durant 90 minutes, nous allons faire le point de l'année 2021 sur le plan du digital. On démarre tout de suite avec la première rubrique, à la loupe. Nous allons tout de suite visionner cet élément, un reportage réalisé en cours d'année par Rebecca Kendjanhoundé, notre collègue et qui porte sur la promotion des innovations béninoises. On revient juste après. J'ai été enregistré à la FSA. Le génie béninois sous les feux de la rampe. Tapez www.innovationaubénin.org et vous accédez directement à cette interface, un espace dynamique où seules les innovations se côtoient. À partir de cette plateforme, nous pourrons rendre disponible périodiquement une cartographie complète, dynamique, des différents acteurs de l'écosystème de l'innovation, leurs projets, afin que tout le monde puisse mieux comprendre ce qu'ils font, les enjeux auxquels ils s'attaquent et les solutions qui sont proposées. La plateforme Innovation au Bénin va surtout permettre d'identifier des solutions efficaces et nouvelles. Toute innovation à exposer doit répondre à 4 critères. Le premier critère, c'est la créativité. Est-ce que la solution répond à une problématique réelle? Le pragmatisme. Et puis, le 4e critère, c'est est-ce que cette solution peut toucher un grand nombre de personnes et fédérer? Et puisque l'innovation n'est pas que technologique, la plateforme est ouverte et accessible aux entrepreneurs, scientifiques, structures étatiques et start-up. Pour rendre disponible cette cartographie des acteurs de l'innovation au Bénin, CMECity a bénéficié de l'appui technique et financier du PNUD à travers son laboratoire d'accélération et Etrilabs. Désormais, c'est notre capacité à créer, à innover, à inventer qui va devenir notre principal critère de compétitivité et notre première source de croissance. C'est le lieu de remercier tous les partenaires techniques et financiers déjà associés à l'élaboration de la dite plateforme. Je suis convaincu que cette plateforme constituera un important outil pour l'écosystème d'innovation et le gouvernement du Bénin dans le cadre de ses efforts pour la construction de l'émergence économique, la promotion de la prospérité et la réduction de la pauvreté. C'est donc une base de données dynamique des acteurs de l'écosystème de l'innovation au Bénin qui se rend ainsi disponible. Un puissant outil de développement qui va donner un coup d'accélérateur et de visibilité aux innovations béninoises. Et voilà donc qui a planté le décor, vous l'avez certainement compris. Au cours de ce premier panel, il sera essentiellement question de transformation digitale en 2021 au Bénin. Alors des invités, nous en avons sur ce plateau, des invités pas des moindres, des sachants de leur domaine, des acteurs au cœur des politiques actuelles dans le domaine du numérique. Marc-André Loco, directeur général de l'Agence pour le développement du numérique, vous êtes. Bonjour. Bienvenue à vous sur ce plateau. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Et juste en face de vous, Gaspard Datonji, secrétaire général adjoint du ministère du numérique et de la digitalisation. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Gaspard. Monsieur Gaspard, justement ma première question s'adresse à vous. À la fin d'une année comme 2021, comment se sent-on quand on est responsable dans le secteur du numérique, tout comme vous?
Merci beaucoup, madame. Permettez-moi de revenir sur l'élément que vous avez présenté tout à l'heure, qui ne constitue qu'un pan de ce que je peux appeler de l'iceberg que constituent les innovations au Bénin depuis quelques années. Et alors, à la fin d'une année comme celle-ci, 2021, et que vous savez toujours caractérisée par la crise sanitaire de la Covid-19, en tant que responsable du secteur, je ne peux qu'exprimer qu'un brin de satisfaction. À la lumière des progrès qui ont été constatés ces dernières années, et ces progrès qui sont étayés d'indicateurs, quand je prends par exemple, deux indicateurs du secteur pertinent, le taux de pénétration de l'Internet, qui a considérablement augmenté entre 2018 et 2020, selon les derniers chiffres de l'ARCEP, mais également l'indice de développement de la gouvernance économique, qui aujourd'hui est à 0,40. Ce sont autant d'éléments qui motivent. Mais quand vous savez que plus de 4 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à Internet, vous vous rendez compte que parmi ces 4 milliards de personnes, il y a évidemment une partie de la population béninoise. Et là, vous dites qu'il y a encore du chemin à faire, le challenge est grand. Et avec l'orientation, les directives de tous les actes, de toutes les autorités, et en premier lieu, la responsable du secteur, Madame la ministre du Numérique et de la Digitalisation, nous pensons adresser les derniers chantiers, les chantiers qui ne finiront d'ailleurs jamais pour permettre à toute la population béninoise d'avoir accès à l'Internet et à toutes les possibilités qu'offre le numérique aujourd'hui. On va revenir sur tous ces chantiers-là réalisés durant cette année 2021. Je vous passe la parole, vous, Marc-André Locaux, directeur général de l'Agence pour le développement du numérique. Au soir de 2021, avez-vous aussi ce brin de satisfaction comme Gaspard Datonji? Absolument. Je pense que le secrétaire général adjoint du ministère a très bien résumé notre sentiment à l'issue de cette année 2021. Je pense que nous avons fait une bonne année. Mais vous savez, je dirais, quand on est bien, c'est une bonne chose, mais nous voulons être excellents. Et cette excellence, bien évidemment, c'est une dynamique créée par le chef de l'État, le président Patrice Talon, et la ministre du Numérique. Et nous nous inscrivons dans cette dynamique-là. Au cours de cette année, nous avons continué à investir dans les infrastructures, bien évidemment, que ce soit les infrastructures large bande, donc l'Internet, comme l'a dit tout à l'heure M. Datonji, mais nous avons également poursuivi les efforts dans le développement des plateformes et les services. Nous y reviendrons tout à l'heure. La question de l'inclusion financière a été également au cœur, puisqu'il y a des investissements assez conséquents pour poursuivre cette dynamique dans l'inclusion financière, notamment le développement de plateformes de paiement, bien évidemment. Et je dirais que par rapport aux années précédentes, il y a deux axes importants qui sont révélés, cruciaux. Il s'agit bien évidemment des compétences numériques, accent sur lequel la ministre a vraiment insisté cette année et qui a fait l'objet d'un certain nombre d'initiatives. Nous y reviendrons, notamment des bootcamps, que ce soit à travers le FAEN comme à travers l'Agence pour le développement du numérique, avec des partenariats divers. Mais également, le dernier point sur lequel j'aimerais vraiment qu'on insiste, c'est la question de l'entrepreneuriat numérique. Et je crois que vous avez prévu également un élément là-dessus. Bien Donc, sûr, sur ces 5 pans-là, nous avons produit des efforts, je dirais, conséquents, mais l'enjeu, c'est de poursuivre dans cette dynamique-là. Très bien, on va poursuivre dans cette dynamique, mais déjà, dites-nous, depuis le 2016, le Bénin était prévu pour être le hub du numérique dans la sous-région en 2021. 2021 tourne sa page. A-t-on réellement atteint l'objectif? Tout d'abord, c'était une très très bonne vision. Et c'est pour cela que la vision n'a pas changé, d'être ce leader régional-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous comptons dans la sous-région. Il y a 3-4 ans encore, on avait le réflexe de penser bien évidemment au Sénégal, de penser à la Côte d'Ivoire. Oui. Aujourd'hui, le Bénin, je pense, fait partie des nations qui comptent dans la sous-région. Et bien au-delà, puisque je pense que M. Datonji reviendra, mais il faut rappeler que Mme la ministre a accueilli cette année le RFMEN, le réseau francophone des ministres de l'économie numérique, bien sûr. Où notamment la secrétaire générale de la francophonie était présente, et un certain nombre de personnalités de la sous-région, bien évidemment. Donc c'est un élément majeur. Ça veut bien dire que la place Bénin est une place qui attire, c'est une place qui compte, bien évidemment.
Mais pour aller plus loin, je pense que au cours de ces 5 dernières années, il y a eu un énorme travail, je dirais, en termes de mise en place d'un environnement institutionnel, d'un écosystème également, d'un certain nombre de réformes, de réglementations qui ont permis, par exemple, l'émergence de la SBIN, la Société béninoise d'infrastructures numériques. Numérique, bien sûr. À nouveau, nous avons un acteur national détenu par l'État qui commence à compter et qui va accélérer sa transformation dans les années qui viennent avec de forts investissements. Donc, ça veut dire que au lieu d'avoir seulement 2 acteurs privés dans le secteur de la téléphonie, nous en aurons 3, nous avons déjà 3. Et cette ambition-là, c'est une fois de plus une ambition, je pense, historique, puisque nous n'avions plus d'acteurs durant ces dernières années. Donc je pense que la vision, elle est là, elle est déclinée, et différentes stratégies permettent de constater la mise en place de cette stratégie-là. Si on poursuit aujourd'hui, on va se rendre compte, par exemple, si on parle à dématérialisation, vous imaginez que cette année, les élections professionnelles ont eu lieu en ligne. Ce sont des éléments marquants qui traduisent vraiment cette maturité qui se constate. Évidemment, c'est quelque chose de progressif, mais cette maturité, on commence à la ressentir. Nous ne sommes plus à des étapes, je dirais, de prémices, de mise en place d'infrastructures ou d'autres. Les individus, les entreprises, les citoyens ressentent déjà l'effet de ces investissements et de tous ces projets. Et donc, dans ce sens-là, je pense que la vision est bonne. Nous sommes dans la bonne. Nous allons dans la bonne direction. Alors, M. Marc-André, si on prend une échelle de 100%, vous noterez à combien? Avec toutes ces explications, les stratégies. Vous savez, ce qui se passe, c'est que les objectifs sont de plus en plus hauts. Tous les 5 ans, nous remontons les objectifs. C'est ça. Donc, nous n'allons pas nous positionner. Et si je vous donne un curseur, ce sera par rapport aux 5 dernières années. Vous remarquerez que le gouvernement a validé en Conseil des ministres, je crois, il y a une dizaine de jours, le plan d'action du gouvernement 2021-2026. Ça veut dire que nous sommes déjà projetés dans l'avenir. Bien évidemment, l'essentiel des projets ont été exécutés, mais déjà, nous sommes déjà dans une nouvelle dynamique avec de nouveaux projets encore plus ambitieux, bien plus ambitieux que ce que nous avons connu jusque-là. Et nous nous organisons déjà en accompagnant évidemment la ministre du secteur pour mettre en œuvre ces projets-là. Ces projets qui vont permettre par exemple, le data center national qui a été mis en service cette année, le réseau national de l'administration qui a été étendu à pratiquement 200 sites sur tout le territoire national. Ce sont des éléments concrets qu'il faut bien évidemment souligner. Le portail des e-services qui était déjà en place, mais aujourd'hui, il y a pratiquement une bonne dizaine de nouveaux e-services complètement dématérialisés. Et ce n'est pas uniquement vers les citoyens, mais c'est également vers les entreprises. Parce que notre ambition n'est pas de faire du numérique pour du numérique, c'est du numérique au service des autres secteurs. Du numérique smart. Absolument, un numérique qui accompagne les autres secteurs de manière complètement transversale. Quand des attestations de non-faillite peuvent être délivrées en ligne, évidemment, nous contribuons à améliorer la productivité des entreprises. Elles n'ont plus besoin d'envoyer des individus aller faire la queue dans les administrations. Donc cette dynamique, elle est constatée, elle est réelle et notre objectif est d'aller encore plus loin. Je rappelle, je parlais du portail des e-services tout à l'heure, c'est plus de 250 services en ligne qui veulent être que nous pensons dématérialiser, mais de bout en bout au cours des années qui viennent. Et quand je prends en compte tous ces éléments-là, je pense que je ne donnerai pas de chiffres, bien évidemment, mais je dirais que il y a quand même une forte avancée. Il y a des avancées concrètes, il y a des réalisations qui correspondent aux attentes des citoyens, des entreprises, toujours dans une logique de contribuer à la création de valeur dans ce pays. Très bien. Gaspard Datonji, je me tourne vers vous. On a parlé tout à l'heure de projets, nombreux projets qui ont été mis en branle, pour le dire ainsi, au cours de cette année 2021. Il y a tout de même un projet très important, le Smart Gouv. Alors avec ce projet-là, qui, je vais dire, est en bonne marche, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le Bénin est l'Estonie de la sous-région? Merci beaucoup. Vous allez me permettre de revenir et de compléter les propos de Marc-André Loko sur les différents projets qu'il a déjà mis en évidence. Aujourd'hui, ou il y a quelques années, j'allais dire, on situait le Bénin comment? On situait le Bénin par rapport au Nigeria. Le Bénin, c'est juste à côté du Nigeria. Bien sûr. Nous sommes à la fin de l'année et je ne voudrais pas faire
de fausses promesses, mais c'est le moins des vœux, c'est le moins des promesses. Je peux vous assurer que depuis quelques moments, et certainement dans quelques années aussi, on identifiera les autres pays sur le plan numérique, puisque c'est le seul par rapport au Bénin. Voilà. Et je peux le dire parce que je vais vous donner 2 ou 3 exemples de projets uniques au Bénin qui ne sont dans aucun pays de la sous-région. Monsieur Leco parlait tout à l'heure de la coopération avec l'Estonie. Avec l'Estonie, on a mis en place une plateforme d'interopérabilité, un bus d'interopérabilité X-Road. Je peux vous dire que dans la sous-région, le Bénin aujourd'hui est le seul pays à avoir cette plateforme. Il y a d'autres pays qui sont en train de faire la marche vers. Alors très rapidement, sans pour autant vous arracher la parole, cette plateforme dont vous parlez, elle sert à quoi concrètement? Voilà, elle sert à interconnecter des bases de données différentes sans pour autant déstructurer la nature des bases existantes. C'est un bus, disons que c'est un marché, chacun vient avec ce qu'il a, et lorsque vous avez besoin de quelque chose ailleurs, il y a une clé commune que vous partagez, et sans que les bases n'absorbent, disons, les éléments d'autres bases. Donc c'est un bus formidable qui permet d'échanger les données entre plusieurs plateformes. Et lorsque vous savez, toutes les bases seront connectées à ce bus, vous voyez que ça offre vraiment disons, de véritables perspectives d'interopérabilité, d'échange entre les bases de données. Mais tout ça implique quand même une fracture numérique qui doit être très importante pour que réellement tous puissent bénéficier de ces nombreux projets. Mais où en est-on avec la fracture numérique? Je pense que l'exemple que donnait tout à l'heure M. Datonji est un exemple vraiment patent avec la plateforme d'interopérabilité. Oui. Quand les impôts, par exemple, peuvent parler directement avec les douanes, ça participe à la productivité, à l'efficacité des services de l'État. Okay. Souvent, ce que vous allez observer dans pas mal de pays africains, c'est que les États sont très présents dans, je dirais, le développement économique des États, des pays, bien évidemment. On sait très bien que dans l'avenir, ce qui est souhaité, c'est que le privé puisse prendre le relais. Mais aujourd'hui, l'État est au cœur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, quand vous transformez les services publics, vous obligez quelque part tous les acteurs autour à se transformer. Quand il y a le portail des e-services, évidemment, chaque entreprise aujourd'hui est obligée d'avoir de l'Internet, est obligée d'investir dans des services informatiques. Investir dans les services informatiques, ça veut dire recruter des spécialistes en informatique. Et donc, indirectement, c'est de la création de l'emploi, c'est de la contribution finalement à la valeur et indirectement au PIB. Et c'est un élément important, je tiens vraiment à le souligner, parce que le numérique, in fine, a un poids conséquent dans le PIB national. Mais néanmoins, je vais quand même revenir à la question de l'inclusion. Il ne s'agit pas aujourd'hui de créer, je dirais, 2 catégories de citoyens. Ceux qui seraient connectés et ceux qui ne le sont pas. Et je vais revenir à la Société béninoise d'infrastructures numériques. Cette volonté de chef de l'État de dire nous allons investir, nous allons prendre nos responsabilités et investir dans ce secteur-là. Tout le monde était surpris. Pourquoi? Parce que si vous regardez en Afrique aujourd'hui, seuls 2 États, l'Éthiopie et le Bénin, vous avez un État qui investit dans le secteur des télécommunications. Mais pourquoi? Parce que vous n'arriverez jamais à obtenir d'un acteur privé des investissements dans des zones à très faible valeur. Ils ont des actionnaires, ils ont des besoins de rentabilité très fortes. Là, cette société-là aura bien évidemment une volonté d'être profitable, ce qui est normal, et ne pas reposer durablement sur la caisse de l'État, mais en même temps, c'est une société qui devra aller dans des zones non couvertes, qui devra aller dans ce qu'on appelle des zones blanches. Et à partir de ce moment-là, évidemment, dès qu'on a ces services qui arrivent, nous avons évidemment les services financiers, puisque le mobile money évidemment suit, et nous participons ainsi à la réduction de cette fracture numérique. Et nous favorisons ainsi cette inclusion financière-là qui est indispensable pour le développement de notre pays. Alors, puisqu'on parle Internet, Gaspard Datonji, vous avez commencé par évoquer au début de votre intervention le taux de pénétration d'Internet au Bénin. Alors, à ce jour, est-ce que tout le territoire béninois est couvert par le haut débit? Sinon, pourquoi? À ce jour, malheureusement, tout le territoire béninois n'est pas couvert
par le haut débit. Et le Bénin n'est heureusement pas le seul cas au monde. Il est très rare d'avoir des pays où on a 100% de couverture. C'est d'ailleurs pourquoi il y a tout un mécanisme qui est mis en place. On a une agence béninoise du service universel qui est obligée d'adresser les zones qui ne présentent pas d'intérêt pour les opérateurs. Et rappelons ce que M. Lecoq a dit tout à l'heure, c'est pour encourager ce fait que l'État a décidé d'investir directement dans ce secteur pour que, en plus des efforts de la SUSEP dans la prise en compte des zones blanches, l'opérateur, disons, j'allais dire national, j'allais dire public, c'est mieux, c'est plus indiqué, va investir dans ces zones pour étendre la couverture. Mais disons que c'est des choses qui se font de façon progressive, vu la densité, vu les besoins, vu ces besoins qui s'accroissent de jour en jour. Et aujourd'hui, vu qu'on est au terme de cette année 2021, concrètement, jusqu'où va aujourd'hui le haut débit? Alors, quand on dit haut débit, nous avons le haut débit fixe et nous avons le haut débit mobile, finalement. Quand on regarde la configuration au niveau du Bénin, nous avons déjà 2 câbles sous-marins. Le Togo n'en a qu'un, par exemple, et voudrait investir dans un 3e. Mais en 2022, nous avons un opérateur, je ne dirais pas le nom, mais en tout cas, on peut le dire, mobile, c'est Move Africa, qui fait atterrir un 3e câble sous-marin. Ça veut dire qu'au niveau de trafic international, nous ne serons plus limités. Et je rappelle encore que l'année dernière, en début d'année, le gouvernement a pris une décision de faire atterrir un nouveau câble sous-marin, le câble To Africa de Facebook. Oui. Donc il y a un point d'atterrissage, une décision qui a été prise en Conseil des ministres, je crois, au mois de janvier. Donc ça veut dire qu'à horizon 3-4 ans, nous aurons également un nouveau câble sous-marin qui va remplacer le précédent qui était moins performant. Donc ça veut dire que nous avons des actifs au niveau de l'international et nous anticipons également sur l'avenir. Ensuite, quand vous regardez le réseau terrestre, de la même manière, les investissements en fibre optique n'ont cessé de se faire. Nous avons plus de 2500 km d'infrastructures qui ont été déployées sur tout le territoire. Nous avons plus de 60 communes aujourd'hui qui ont un point de présence. C'est à partir de ces points de présence aujourd'hui que même les opérateurs mobiles, les opérateurs fixes viennent récupérer cette capacité à l'international dont je parlais pour pouvoir irriguer, émailler tout le territoire. Maintenant, bien évidemment que le premier usage, il est mobile. À partir du moment où le gouvernement a annoncé l'arrivée d'un 3e opérateur, vous avez une progression de près de 7-8 points de couverture de la population. Ça veut dire que tout de suite, ça crée une émulation. Donc ça veut bien dire que la concurrence, elle est bonne. Bien sûr. Le 3e n'est pas encore effectivement présent en service. Rien que son annonce force les autres à investir. Vous allez voir qu'un des opérateurs veut mettre 10 milliards encore d'investissement. Donc nous sommes déjà à plus de 90% de couverture aujourd'hui en population. De manière générale, voix. Sur l'Internet, plus de 55% de la population consomme régulièrement de la data. Mais l'enjeu, évidemment, à 4-5 ans, c'est de monter à 90%. Et pour ce qui est de la couverture basique, il y a cette volonté d'une couverture intégrale du territoire. Et le gouvernement a insisté en le mettant dans les cahiers des charges de chacun des opérateurs. Donc il y a cette volonté de couverture intégrale. Bien évidemment, il restera toujours des zones résiduelles, comme l'a dit M. Datonji tout à l'heure. Donc la dynamique, elle est bonne. Quand vous regardez en 5 ans, globalement, il y a une progression qui est flagrante. Nous n'avions même pas 20% de consommateurs de data. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 60%, de 55 à 60% de consommation de data. Donc nous devons poursuivre dans ce sens-là. Et cette concurrence, cette émulation permettra de renforcer cela. Donc le haut débit est présent. Sur le haut débit fixe, de la même manière, on commence à avoir des offres FTTH. Je ne vais pas faire de la publicité pour un acteur en particulier, mais Isocel également, qui est un acteur national. Et qui ne sont pas forcément techniques du domaine. Voilà. Le haut débit fixe, globalement, c'est le fait de pouvoir avoir Internet à la maison par des supports, un modem qu'on installe à la maison et qui ensuite peut irriguer en Wi-Fi avec tout un tas d'utilisateurs qui peuvent accéder à ces services fixes. Le haut débit fixe est beaucoup plus stable que le mobile, puisque sur le mobile, nous sommes des centaines sous chaque station de base que vous voyez, chaque relais. Nous sommes parfois des centaines, voire beaucoup plus, à utiliser la même ressource. Alors que sur le fixe, c'est du filaire, donc forcément, c'est plus stable et nous avons des performances beaucoup plus importantes. L'ambition est très simple.
Le Maroc, aujourd'hui, c'est 6-7% de taux de pénétration. Bien sûr. Le Sénégal, c'est un peu moins. Le Bénin n'était même pas à 0,5%. Et l'enjeu à 5 ans, c'est de pouvoir être à au moins 5% de couverture, avoir près de 100 000 foyers connectés au fixe. Rien que cette année, il y a 2500 nouveaux connectés et nous allons doubler cette cadence dans le temps et rattraper un peu ce retard-là. Alors, on double la cadence, mais il y a quand même les usages numériques. Comment est-ce qu'on s'y prend pour développer les usages numériques, Gaspard Datonji? Merci beaucoup. Je vais revenir sur 2 points. Le premier, c'est le développement des compétences numériques. Pour développer les usages, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut qu'il y ait des sachants qui soient là, qui mettent en place les plateformes. On a vu tout à l'heure sur votre élément les innovations. Et donc, il y a toute une stratégie qui est mise en place pour le développement des usages numériques. Mais ces usages-là, pour le développement des compétences, ce développement de compétences, je vais vous le dire, pour le secteur, c'est transversal. C'est depuis la maternelle jusqu'à l'université. Parce que plus il y a du monde qui sait utiliser l'outil, qui sait concevoir des contenus, mieux ce sera facile d'avoir des usages. Parce que, M. Lokola a dit tout à l'heure, les infrastructures, le haut débit, tout ça, c'est de la route. Bien sûr. On a beau avoir de belles routes, si on n'a pas les véhicules qu'il faut, on ne va pas s'assurer de leur efficacité. Et donc c'est à cela également que travaille le ministère du numérique et de la digitalisation avec toutes les agences qui en constituent le bras opérationnel pour renforcer et doper Alors depuis quelques années, il y a cette expression qui revient, la TNT. Au Bénin, est-ce que tous les citoyens ont accès aujourd'hui à la TNT et quelles sont les étapes franchies dans la migration de la TNT durant l'année 2021 abordé, puis Monsieur Loco ira en profondeur. TNT, c'est l'acronyme de télévision numérique terrestre. C'est ça. Voilà, donc c'est une nouvelle technologie qui améliore la qualité de l'image et qui facilite, qui restructure également l'environnement au niveau de l'audiovisuel. Et pour le contenu, aujourd'hui, je peux vous dire que tout est prêt pour la mise en route de la TNT. Et pour le détail, Monsieur Loco. Monsieur Loco, un instant, tout est prêt, c'est-à-dire quoi, 2022 ? Tout le monde aura accès, confirmé, Macron? Absolument. Vous avez parlé d'usage numérique tout à l'heure. Donc, la TNT est un bon exemple, c'est-à-dire la rencontre finalement entre l'audiovisuel et le numérique. C'est vrai que nous n'avons pas eu le temps de parler des usages numériques dans l'éducation. On l'a brossé très rapidement. Les usages dans la santé, par exemple, avec des projets pour que les dossiers médicaux du patient soient mis en place pour tous les Béninois, bien évidemment. Les usages numériques dans l'agriculture pour accompagner les coopératives dans leur projet de digitalisation et également sur tout ce qui concerne le e-commerce, c'est-à-dire le commerce en ligne, que ces acteurs-là puissent proposer des produits et que ces produits aillent à la rencontre finalement des consommateurs. La TNT est un projet effectivement qui a démarré depuis quelques années avec la construction d'un réseau qui existe déjà. En réalité, quel que soit l'endroit où vous êtes sur le territoire, vous allez vous rendre compte que nous avons 29 sites aujourd'hui qui sont déjà actifs, du nord au sud bien évidemment, qui permet de couvrir 95% de la population béninoise. L'enjeu aujourd'hui n'est pas tellement sur le volet technique, puisque ce réseau il est livré, il est réceptionné. L'enjeu est plus sur la mise en place et l'opérationnalisation des sociétés qui vont exploiter la TNT. Donc le gouvernement a créé 2 sociétés. La première s'appelle la Société béninoise d'infrastructure de radiodiffusion, la SBIR, qui est en cours d'opérationnalisation. Donc c'est cette société-là qui détiendra le réseau et qui va le gérer au quotidien, le maintenir en conditions opérationnelles. Donc les équipes sont en train d'être mises en place pour pouvoir gérer, pour avoir la qualité de service derrière. Et de la même manière, vous avez une société qui s'appelle Bénin Diffusion, qui n'est pas une simple société avec un seul acteur, l'État. Nous avons également les éditeurs qui sont bien évidemment actionnaires.
cette volonté-là d'avoir non seulement l'État, mais également les éditeurs, parce que le secteur des médias et de l'audiovisuel repose quand même principalement sur ces acteurs-là, les éditeurs. Okay. Et nous aurons l'occasion, en tout cas dans les mois qui viennent, Madame la Ministre vous présentera le plan d'action du gouvernement 2, où vous verrez à quel point ce projet sera au cœur. Parce qu'avec cette couverture-là, vous avez des éditeurs qui n'auraient jamais eu une couverture nationale, justement de 95% de la population. Donc, comme l'a dit M. Datanji tout à l'heure, le réseau est en place, les sociétés sont en cours d'opérationnalisation, il y a un plan de communication qui est en train d'être mis en place, les décodeurs, donc les récepteurs TV également, sont déjà commandés, donc en cours de livraison. Donc tous ces prérequis-là sont organisés avec un comité de suivi, bien évidemment, et nous travaillons évidemment avec les distributeurs, avec les éditeurs, et surtout la HAC, qui est la haute autorité qui va délivrer les autorisations, bien évidemment, et également s'assurer que le cahier des charges, parce que Bénin Diffusion, dont je parlais tout à l'heure, aura un cahier des charges en bonne et due forme et devoir respecter un certain nombre de conditions, notamment une certaine qualité de service vis-à-vis des utilisateurs. Alors, très bien, Marc-André Loco. Donc si on vous comprend, en 2022, ceux qui attendent avec impatience la TNT, les Béninois qui l'attendent, y auront droit. Ce sera dans les foyers et Madame la Ministre vous apportera plus de détails. Rassurez-vous, tout cela est bien cadré et en cours de préparation. Eh bien, on va espérer que dans nos ménages, on les reçoive, tellement à dire en matière de transformation digitale. Malheureusement, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Mesdames, Messieurs, merci d'être toujours avec nous. Eh bien, en attendant que vous nous recevez la TNT dans vos ménages, eh bien, cette émission se poursuit avec la seconde rubrique. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. 2021, on en parlait tout à l'heure, année butoir pour faire du Bénin le hub du numérique dans la sous-région. Mais quelle est la situation des startups au niveau national? Ces jeunes pousses qui ont choisi d'entreprendre dans le secteur du numérique ont-elles eu une bouffée d'oxygène en 2021, surtout avec cette pandémie de Covid-19? On lance le débat après ce reportage. Des chèques évalués à des millions de francs CFA brandis comme un trophée de guerre. Ces startups béninoises bénéficient du soutien financier de l'État pour le développement de leurs entreprises respectives. Nos parents même veulent nous aider, mais ils n'ont pas les garanties pour nous accompagner. Je remercie le gouvernement béninois. Je peux dire maintenant que le développement des startups béninoises, ça y est. Le repositionnement du Bénin dans l'écosystème numérique est amorcé. Les 11 entreprises promotrices de solutions digitales bénéficiaires du financement espèrent d'autres soutiens de l'État. Il faudrait que vous nous donniez un pourcentage des marchés. Parce qu'une entreprise, c'est le chiffre d'affaires. Pas de crainte à avoir, le gouvernement rassure. Le ministre me charge de vous dire qu'il est vraiment engagé pour accompagner cette initiative pour laquelle, vous savez, qu'il y a 1 milliard dans le budget national qui est prévu pour accompagner les startups. Depuis 5 ans, nous sommes en train de positionner le Bénin sur orbite dans tous les secteurs. Mais pour nous, tout cela doit être couplé avec un troisième facteur, c'est le développement de l'écosystème. Parce que ce n'est pas ce développement de l'écosystème, notamment l'écosystème privé du secteur, que nous pouvons espérer que cette étincelle que l'État a en fait jaillir va prendre. Et c'est grâce à vous, chers startups, que nous allons avoir toute l'innovation qu'il faut dans notre pays. Cette remise de chèques marque la fin du processus démarré avec 114 startups candidates au financement Oumandera en octobre 2020. Après les différentes phases de sélection, seulement ces 11 nominés ont répondu aux critères d'éligibilité. À l'instant donc, ce reportage sur le financement Oumandera dont ont bénéficié plusieurs startups durant cette année 2021. Alors sur ce plateau, pour nous éclairer sur l'entrepreneuriat numérique et le soutien à ces startups, Jessica Gaba, coordonnatrice du Fonds d'aide à l'entrepreneuriat numérique. Merci d'être dans nos locaux.
Merci à vous, monsieur l'animateur, et bonjour. Bonjour, et en face de vous, les startups sont représentées par le président de leur association, Arel Zanou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, tout de suite, on commence les échanges. Le FAN était annoncé dans l'agenda numérique 2020 comme un fonds qui s'inscrit dans la vision du gouvernement du Bénin d'asseoir un écosystème viable et solide pour l'entrepreneuriat numérique. Jessica Gaba, un an après, quel adjectif collerez-vous à votre bilan? Merci pour votre question, monsieur le journaliste. Alors, je dirais opérationnel. Cette année a été vraiment une année d'opérationnalisation de nos activités. Il faut savoir que nous sommes vraiment encore dans le démarrage de ces activités du Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, mais un démarrage où nous avons déjà du concret sur le terrain. On a plusieurs initiatives que je me ferai le plaisir de détailler dans la suite de l'émission, mais vraiment nous avons été opérationnels, que ce soit sur le volet financement, mais également sur le volet formation, qui sont quand même les deux grands piliers du FAN dans son action, dans son intervention avec les entrepreneurs. Très bien. Et au nom des objectifs du FAN, il y a par exemple l'amélioration de la visibilité nationale et internationale des startups béninoises. On y est arrivé? Bien entendu, bien entendu. C'est vrai qu'en termes de pourcentage, nous ne sommes pas arrivés autant que nous aurions voulu, mais très certainement et clairement, les entreprises ont été visibles cette année, que ce soit auprès de fonds d'investissement privés extérieurs au Bénin, des business angels qu'on appelle communément des personnes qui sont là pour réinvestir dans l'entrepreneuriat, également les banques, qui ont vraiment vu nos startups parce que le gouvernement justement a voulu accompagner ces entreprises cette année. Ça leur a donné plus de crédibilité. Donc aujourd'hui, elles sont vraiment visibles, même dans la sous-région, au Togo. Et on a des partenaires qui nous disent vraiment, nous avons vu que ce fonds-là est opérationnel, que vous êtes en train de faire déjà quelque chose et nous savons que vous allez continuer de le faire. Vous confirmez, puisque vous êtes le représentant des startups sur ce plateau, les entreprises sont-elles mieux visibles? Oui, forcément. Je confirme qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font justement dans le sens de la visibilité, dans le sens également, comme elle a dit, du financement, de la formation. C'est un début. Comme elle a su dire aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que moi, je considère qu'on prend un peu de retard parce qu'on est dans un monde, vous savez, un monde global où la concurrence maintenant n'a plus de frontières, où on ne peut pas dire, une start-up béninoise ne peut plus rester seulement sur le marché béninois, malheureusement. Il faut être en mesure d'aller sur d'autres marchés. Et donc, on est dans un monde de concurrence et on ne va pas s'excuser du fait qu'on est au début pour ne pas aller très vite, parce que si on ne va pas très vite, on va se faire bouffer par les autres. Les autres viendront proposer leurs produits et services sur notre territoire et à ce moment-là, les startups ne pourront plus rien faire parce que les autres se seront déjà positionnés. Et malheureusement, beaucoup de startups disparaissent, ça je vous le dis, du fait justement que les choses ne évoluent pas comme on l'aurait souhaité. Qu'est-ce qui a justement manqué? Alors pour moi, ce qui manque en premier, c'est le cadre législatif qu'il faut. Je pense que le ministère justement de l'économie numérique a amorcé quelque chose dans ce sens-là, mais qui malheureusement ne va pas très vite. Il faut créer le cadre législatif. Il faut, par exemple, créer ce qu'on appelle le statut de start-up, le label start-up, si vous voulez, qui permet à une start-up de se considérer ou bien d'être reconnue comme telle. Est-ce à dire que le code du numérique ne suffit pas pour vous? Non, justement, il y a pas il y a rien prévu pour les startups sur le code du numérique. Le code du numérique, en fait, c'est un code qui s'applique à tout le secteur du numérique. Et moi, je vais un peu plus loin souvent. Il y a une confusion qu'on fait. Tout le monde le fait, mais auquel il faut faire vraiment attention, c'est que quand on parle startup, en fait, il y a les startups du numérique, il y a les startups qui ne sont pas dans le numérique. Dans le numérique. Donc aujourd'hui, quand on parle startup, tout le monde pense que ça concerne uniquement le numérique. Il faut faire attention. C'est vrai que la plus grande part des startups aujourd'hui se retrouvent dans le numérique. Mais il y a des startups, et il y en a beaucoup aussi, qui ne sont pas du tout dans le numérique. Ça, je le dis. Donc il faut, sur le plan des startups, vous voyez, il faut faire un test, d'accord, qui tiennent compte non seulement des startups numériques et des startups non numériques. Ça leur permettra, par exemple, d'avoir le statut de startup
Quand j'insiste sur le statut, c'est qu'une start-up ne va pas avoir le même traitement qu'une entreprise classique. Parce qu'une start-up a des particularités qui ne lui permettent même pas de se mettre à niveau par rapport à une entreprise déjà existante et à maturité. Et donc vous souhaitez le code, vous souhaitez quoi Nous souhaitons par exemple que le label de start-up, là, ce projet de loi-là, soit rapidement voté, d'accord, pour permettre par exemple à l'écosystème, à nous qui sommes start-up, d'avoir un certain nombre de facilités. Quand je prends par exemple, moi personnellement à mon niveau, j'ai créé ma start-up il y a depuis 2015, j'ai lancé mes premiers produits en 2017, mais je vous assure que je paie les impôts, je paie les taxes, je suis traité de la même façon qu'une entreprise classique, normale. Alors que j'ai des particularités. Mes premières années étaient difficiles parce que vous savez, quand vous voulez vendre un produit qui est nouveau, ce n'est pas la même chose que quand le produit existe déjà sur le marché. Donc, on a vraiment du mal parce qu'en même temps que tu ne vends pas, en même temps que tu fais beaucoup d'efforts, tu fais beaucoup d'investissements dans la communication, dans le prototypage de tes solutions, tout ça. En même temps, il y a les impôts qui sont derrière, qui te rappellent tout le temps tes obligations. Vous avez une start-up qui évolue dans le secteur du numérique. Bien sûr. Bien sûr. Alors, en cette année 2021, est-ce que vous vous êtes vu boosté? Personnellement, ma start-up n'en a pas eu besoin parce que par le passé, nous avons participé à beaucoup d'autres programmes sur le plan national que sur le plan international qui nous ont permis aujourd'hui d'atteindre en greffe la maturité. Donc, personnellement, non, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les jeunes start-up, nos jeunes collègues qui viennent de commencer. Il y a beaucoup comme elle a dit, il y a eu des séances de formation, des séances de coaching, il y a eu des financements comme on en a vu. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Beaucoup de choses. Voilà. Et puis, vous savez, quand vous êtes une entreprise, il faut savoir définir vos besoins. Ce n'est pas parce qu'on offre des choses qu'il faut forcément se positionner en candidat. Si vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas besoin. Si vous en avez besoin, vous y allez. Si on vous sélectionne, c'est tant mieux. Si on ne vous sélectionne pas. Ou vous pouvez, à travers notre organisation, par exemple, on exprime des besoins, en fait, qu'on amène vers l'autorité pour dire, écoutez, nous pensons que en faisant de cette façon-là, ça va prendre en compte la majorité. Parce que c'est aussi là le piège. C'est-à-dire que nous sommes tellement particuliers que parfois nos besoins ne sont pas les mêmes. Donc il faut faire un petit travail pour voir quels sont les besoins qui va prendre en compte le plus grand nombre. Et c'est ce travail-là justement que nous faisons au niveau du patronat des startups pour permettre aussi aux décideurs justement de savoir là où il faut aller, là où il faut investir, par quels moyens il faut le faire. Très bien. Jessica Gaba, je me tourne vers vous. Alors, on a suivi dans l'élément témoin tout à l'heure 11 startups ont reçu ou ont bénéficié du financement Oumandira. La sélection, facile ou pas? Alors, ça a été une sélection très longue, fastidieuse, parce que comme l'élément l'a dit, nous avons reçu plus d'une centaine de candidatures qu'il a fallu traiter à divers niveaux, c'est-à-dire étudier les business models, les plans d'affaires, étudier vraiment s'il y avait de la rentabilité, parce que c'est les deniers publics qui sont investis. Donc, nous n'allons pas investir non plus dans des entreprises qui ont encore besoin d'être mieux structurées en termes de leur profitabilité ou de leur rentabilité. Donc, dans ce lot-là, il y en avait plusieurs qui n'était pas vraiment structuré. Oui, il y en avait énormément. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque. Et c'est pour ça qu'on s'accentue beaucoup sur le renforcement du capital humain, de la structuration, de la gouvernance des entreprises. Parce que si ces entreprises-là ne sont pas assez structurées, eh bien, elles pensent souvent qu'elles ont besoin de plus de financement. Mais on se rend compte que finalement, le besoin n'est pas tant que ça financier, mais le besoin est d'abord dans la structure de l'entreprise, en termes de comptabilité, de finances. Est-ce qu'ils sont prêts à recevoir des sommes comme ça de financement? Est-ce que derrière l'équipe, il y a la gouvernance qu'il faut, le leader, etc. Donc, il y a autant d'éléments que nous regardons avec vraiment minutie avant de s'engager, de dire oui, voilà une start-up qui peut bénéficier d'un appui. Voilà. Allez-y. Et il faut savoir aussi que même si elles ne sont pas prêtes forcément pour une année, ça ne veut pas dire que après, à la suite, elles ne peuvent pas aller se préparer pour revenir, bien sûr, être mieux structurées pour l'année qui suit. Et en 2021, concrètement, combien de start-up est-ce que le Fonds d'aide à l'entrepreneuriat numérique a soutenu?
Alors, quand vous dites soutenu, il y a le soutien financier et il y a le soutien technique. Le soutien financier, en 2021, nous avons eu Oumandera, comme vous avez pu le voir. Mais en termes de soutien technique, ça va au-delà. Parce qu'il y a des entreprises que nous avons coachées, que nous avons accompagnées dans leur stratégie de marketing, par exemple, de vente, qu'on a accompagnées sur l'élaboration des business models, etc. Donc, il y a autant d'entreprises qui ont été soutenues et financièrement et techniquement. Et ça va au-delà quand même de la petite centaine, quand même. Même si nous savons que nous voulons en faire plus pour les 5 prochaines années. C'est vraiment la volonté du gouvernement d'accompagner les entreprises. Et je vais rebondir sur les propos de M. Zanou pour dire que, effectivement, en termes de Startup Act, parce que peut-être pour le citoyen qui veut comprendre c'est quoi le Startup Act, c'est une loi qui met un peu le cadre juridique sur ce que c'est que la start-up. Et la start-up, on pense souvent au numérique parce que c'est de là que c'est parti, en fait. C'est vraiment de là que le terme valise, le mot valise start-up est parti. Et ensuite, oui, on a des start-up dans l'agriculture, on a des start-up dans la santé, dans l'éducation, etc., etc. Mais c'est vrai que la première chose qui vient à l'esprit des gens, c'est le digital ou le numérique. Et aujourd'hui, il y a ce document-là de Startup Act sur lequel nous travaillons depuis quand même 2 ou 3 ans, c'est vrai. Je consens à ce qu'on dise qu'on a pris un peu de temps, mais c'était vraiment pour rasseoir les bases de ce document-là. Et aujourd'hui, je suis heureuse de dire sur ce plateau que le 8 décembre dernier, il y a dans le Code général des impôts, le dernier Code général des impôts, il y a eu des mesures incitatives qui ont été prises pour les startups. Donc, vous pouvez aller le consulter, il est sur Internet. Et ces mesures-là, par exemple, sont sur l'exonération du versement patronal des salaires et sur l'impôt des sociétés, par exemple, sur les 2 premières années où les entreprises n'auront pas à les verser. Et sur la 3e année de ces mêmes impôts que je viens de citer, ils sont à 50% du taux qu'ils doivent payer. Donc voilà autant de choses. Et ça, ce n'est qu'un début, parce que ça, c'est ce qui a été inséré dans le Code général des impôts, le CGI. Mais le document qui va vraiment spécialiser, c'est quoi la start-up? Comment labelliser une start-up en République du Bénin? Parce que le Bénin a ses spécificités, bien sûr. On n'est pas le Sénégal, on n'est pas la Côte d'Ivoire, on partage tous le même espace dans la sous-région, mais on est différents. Et on est en train de prévoir vraiment ce code-là qui, je ne donne pas de date, nous ne donnons pas de date, mais nous sommes en train de travailler sur cette loi des startups. Arel Zanou, qu'on le dise ou pas, vous avez déjà votre cadeau de Noël. Hein? Le code a été voté le 8 décembre, c'est bien ça. En fait, moi, je reste un peu sceptique parce que c'est vrai, j'ai lu parce que évidemment, en fait, je me comporte aujourd'hui comme une entreprise classique. Je suis obligé parce que justement, je n'ai pas de statut, je n'ai pas de label start-up. Vous voyez. Maintenant, si cette loi-là a été votée, d'accord, à qui ça va être appliqué? C'est la question. Aux start-up, mais c'est qui les start-up? Donc, je pense que on aurait plutôt fait le travail de labellisation avant maintenant de passer aux mesures. Parce qu'aujourd'hui, la loi est là, mais on va l'appliquer à qui? Elle l'a dit, les choses sont en de bonne voie. Non, c'est que je suis d'accord, les choses sont de bonne voie. Même moi, j'aurais préféré, par exemple, qu'on aille vraiment de façon beaucoup plus méthodique, c'est-à-dire qu'on fasse d'abord ce qui est à faire, les prérequis, c'est-à-dire labelliser avant maintenant d'appliquer. Sinon, aujourd'hui, la loi va être là, mais on va pas pouvoir l'appliquer. Maintenant, moi, la loi est déjà là. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Ça montre déjà que les gouvernants ont une vision par rapport justement à ce secteur-là. Mais maintenant, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut vraiment très vite faire, c'est de permettre aux bénéficiaires de pouvoir justement bénéficier de ces avantages que la loi prévoit en mettant effectivement en place les dispositifs pour labelliser les startups, pour leur permettre. Parce que si on ne sait pas faire, c'est que la loi va être là jusqu'à peut-être décembre de l'année prochaine et ça ne va pas être appliqué simplement parce qu'on n'a pas encore voter la loi sur la labellisation justement des startups. Si tel est le cas, alors concrètement, Jessica Gaba, est-ce que c'est uniquement les startups évoluant dans le secteur du numérique qui vont bénéficier de ces avantages-là?
Alors, ce sera des startups qu'on aura labellisées. Attention, on n'a pas la loi, effectivement, elle est pour les startups qui sont dans le numérique, ça il faut le dire. Puisque là, ce matin, on parle quand même d'entrepreneuriat numérique, mais ce sera pour les startups qui sont labellisées. Comme l'a dit M. Zanou, effectivement, le mécanisme pour mettre en place l'organe de labellisation, parce que nous l'avons pensé pendant très très longtemps, ce n'est pas aussi simple que vous pourrez peut-être le penser, et c'est quelque chose que nous voulons, que le gouvernement en tout cas veut périn. Donc ce n'est pas des initiatives qu'on veut commencer et arrêter. Donc c'est tout un mécanisme derrière, et de la méthode il y en a. De la méthode il y en a. Je pense que je vais m'en arrêter là et dire que dans les prochains jours, l'année qui vient, effectivement, il y aura des choses qui seront faites pour que ces organismes-là soient vraiment opérationnels, tout comme le fonds peut l'être en ce moment. Alors, Jessica Garba, on reste avec vous, puisque l'autre objectif du FAEN est la création d'un environnement d'innovation pour les jeunes pousses du numérique. Comment est-ce que cet objectif a été atteint durant cette année 2021 ? Alors en 2021, je pense que nous avons atteint cet objectif au moyen du renforcement du capital humain surtout. Je disais tantôt, les entreprises ont besoin, oui, de financement, ça c'est très certain, quelle que soit la phase à laquelle elles sont en amorçage ou en croissance, lorsqu'elles veulent faire du prototypage ou lorsqu'elles veulent maintenant passer à échelle, elles ont vraiment besoin de financement, mais elles ont besoin aussi de ressources humaines, de renforcement et de plus de structuration. Donc nous, on s'est vraiment attelé cette année à offrir ce cadre-là, des cadres de formation. On en a fait plus d'une dizaine avec des thématiques bien ciblées qui aident les entrepreneurs à chaque fois. Vous savez, aujourd'hui, il y a le besoin de renforcement juridique, il y a le besoin de renforcement en fiscalité, justement. On parle de l'innovation. Oui. L'innovation. On parle de l'innovation, mais il faut savoir que si vous n'êtes pas... vous pouvez innover, faire de l'innovation, sortir un produit, un service, etc. Mais lorsque vous n'êtes pas un entrepreneur qui est au fait de toutes ces procédures-là dont je parlais tantôt, eh bien, lorsque vous allez aller sur d'autres marchés, ça va très vite vous rattraper parce que vous allez vous rendre compte que vous manquez beaucoup de compétences auxiliaires, de compétences support. Et ce n'est pas M. Zanou qui dira le contraire. Un entrepreneur aujourd'hui n'est pas un entrepreneur à succès du seul fait de l'innovation qu'il a réussi à développer, mais de l'équipe qu'il gère, de la manière dont il gère les ressources. Et donc, c'est tout un ensemble. Et cette année, pour revenir à votre question, Madame la journaliste, c'est que vraiment, nous nous sommes attelés à cela. Nous avons développé des partenariats aussi avec des acteurs du développement, des partenaires, comme je pense notamment à la GIZ, au PNUD, à Enabel, qui sont autant d'acteurs qui nous aident aujourd'hui à renforcer les capacités des entrepreneurs au travers de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, ce qu'on appelle les SAEI, structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Typiquement, vous avez des entreprises qui se font accompagner par des experts métiers qui vont les accompagner dans le développement de leur plan d'affaires, dans le développement de leur stratégie marketing, dans le développement de leur stratégie de développement, d'expansion, etc., etc. Donc, nous sommes attelés à faire cela. Voilà. Très bien. Dites-nous, Arel Zanou, tout à l'heure, vous sembliez acquiescer de la tête tout ce que disait Jessica Garba. Du coup, durant cette année 2021, vous avez tout de même eu une certaine satisfaction. Bon, tout de même, il ne faut pas... Non, mais je pense que il l'a exprimé au début. Oui, c'est pour ça que je revenais sur le thème tout de même. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas être ingrat. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le gouvernement fait beaucoup. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Le gouvernement fait énormément et elle a raison de dire qu'il n'y a pas que le financement. Justement, quand vous n'êtes pas bien structuré, quand il n'y a pas une formation, quand il n'y a pas l'équipe qu'il faut, même quand on remet le financement, ça ne marche pas. Et ça, c'est à tous les niveaux. Ce n'est même pas seulement au niveau des entreprises, même au niveau des organisations. Partout, quand il n'y a pas un minimum d'ordre, quand vous mettez de l'argent va disparaître. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font. Ils le font, le gouvernement le fait à travers justement ces agences. Mais non seulement ça, il y a des organismes indépendants qui le font aussi. Il y a par exemple, je ne vais pas citer de nom, voilà. Sinon, il y a beaucoup de programmes actuellement sur le plan international, sur le plan national aussi, qui essaient d'accompagner justement les startups sur ce plan-là. Maintenant, vous êtes président d'association de startups. Comment est-ce que vous vous y prenez pour justement inculquer à ces startups que vous présidez, je vais le dire ainsi, la notion de la structuration? Vous savez, nous n'avons pas une relation de, comment dire,
de patron par rapport à nos collaborateurs ou à nos collègues. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour donner une leçon à qui que ce soit. Ce que notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est de la sensibilisation. Donc, on vous dit, voilà, vous savez tous, il faut être structuré. Et nous pouvons ensuite leur donner l'information selon laquelle il y a le fonds, par exemple, qui est disponible pour les former. Il y a tel organisme qui est disponible. Donc, nous, notre rôle, c'est essentiel. On n'est pas dans un rôle paternaliste où on doit dire à chacun ce qu'il faut faire. En réalité, pour arriver à ce stade-là, c'est que chacun sait au fond de lui ce qu'il faut faire. Et ceux qui veulent généralement réussir savent s'organiser pour réussir. Maintenant, nous, ce qu'on aurait voulu que, par exemple, les gouvernants fassent davantage, c'est d'inclure, et je pense que l'élément qui est passé, il y a le représentant justement de celui qui a pris les fonds l'a dit, c'est qu'il faut inclure davantage les startups dans les projets du gouvernement, un peu comme ça se fait un peu partout. Vous allez par exemple en France, j'ai l'habitude de prendre l'exemple de la France, pendant la Covid par exemple, il y a une start-up qui s'appelle Doctolib, ça tout le monde connaît, qu'on a mis en premier plan par exemple pour la gestion des rendez-vous pour prendre les vaccins et tout. Mais au Bénin, ce qu'on a constaté malheureusement, c'est que non seulement on ne nous associe pas, peut-être parce qu'on ne nous fait pas assez confiance, non seulement on ne le fait pas, mais parfois, ça c'est des collègues qui m'ont fait des retours, vous avez, le gouvernement a tendance à faire la concurrence avec les startups parfois. Mais est-ce que vous faites des propositions? Est-ce que vous prenez des initiatives? Bien entendu, on le fait. Par exemple, j'ai eu 3 à 4 messages la dernière fois où, sur des initiatives qui se connaissent, ce n'est pas des choses qui sont cachées parce que le gouvernement est au courant, des startups qui se développent dans une certaine activité. Donc, pour la même activité, c'est-à-dire que le gouvernement décide, parce qu'on est en période de Covid et qu'il faut prendre des mesures, le gouvernement est au courant, le ministère est au courant qu'il y a une start-up qui est celle dans ce secteur-là. Je pense que l'idéal, comme ça se fait ailleurs, pour accompagner justement les startups, ce que les gens font, c'est que quand il y a une solution qui est disponible, il y a une équipe qui le fait, on inclut et on accompagne pour aider aussi, parce qu'il faut faire des champions nationaux pour que ces champions nationaux-là puissent aller à l'international. Donc pour le faire, il faut leur donner la possibilité d'être opérationnel. Donc si par exemple le gouvernement, parce qu'il veut mettre en place un projet, alors que celui qui peut faire le projet est disponible, ils sont obligés par exemple d'aller soit voir ailleurs ou bien constituer carrément une autre équipe en apartheid sans associer les champions nationaux. Vous voyez, ça frustre et je vous disais tantôt qu'il y a beaucoup de startups qui sont obligées de disparaître. Parce que si tu te positionnes sur un marché et que le gouvernement vient se mettre sur le même marché, c'est mort, quoi. Tu es obligé peut-être de te réadapter, si tu as la capacité de te réadapter, ou bien tu meurs tranquillement. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Donc ça fait partie des choses que nous, entre CRIF, que nous aurions voulu qui changent, parce que vous imaginez bien ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que vous mettez toute votre énergie à développer une solution. Parfois même, vous avez de la clientèle privée, mais du fait que le gouvernement met en même temps la même solution, ça vous met sur le carreau. Jessica Garba, votre réaction face à ces propos? Alors, je ne vais pas être dans une réaction de réponse spontanée comme ça. J'ai entendu ce que vous dites. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui quand même où vous avez des entreprises qui sont devant de gros projets. Le plateau, si n'est pas le lieu pour faire la publicité, comme disait le journaliste tantôt, d'une start-up, mais je connais. Allez vous renseigner à l'aéroport aujourd'hui du Bénin, de Cotonou. Il y a une entreprise, une jeune entreprise qui est en train de gérer un gros pan de la gestion électronique et financière de certaines transactions qui se passe là. Je m'en arrête là. Nous avons d'autres projets aussi où vous avez quand même une volonté du gouvernement de commencer par faire confiance, parce qu'il s'agit de confiance. Il s'agit de confiance en ces jeunes pousses-là, du fait qu'elles peuvent délivrer à temps et sur une grosse partie du territoire. Parce que souvent, les projets du gouvernement sont des projets quand même d'envergure
colossal. Et pour ça, peut-être que des fois, les entreprises dont il s'agit en question, je dis bien peut-être, ne sont peut-être pas en mesure de pouvoir délivrer comme il faut. Et c'est pour ça, justement, qu'on se renforce aujourd'hui sur le volet appui technique, renforcement de capacité pour les aider. Ce que fait votre fonds, justement? Ce que fait le fonds exactement. Et je peux vous rassurer ce jour que la volonté est vraiment de pouvoir offrir des parts de marché parce qu'il n'y aura jamais assez de marché pour ces startups. Il n'y en aura jamais assez. C'est pour ça que beaucoup voient à l'extérieur. Il ne s'agit pas de se concentrer sur un pays. Attention, pour devenir une licorne, c'est vraiment une startup qui est capable de faire de grosses levées de fonds. Pour devenir une licorne, vous ne pouvez pas rester sur un marché national. Donc, j'entends, mais je dis attention, il ne faut pas baser sa stratégie. Si une start-up aujourd'hui me dit qu'elle est morte parce que, entre griffes, le gouvernement a pris la part de son marché, je serais assez dubitative parce que quelle est la stratégie qui est derrière? C'est quoi les prospects? C'est qui le client final? Est-ce que c'est juste la population locale ou alors on a une stratégie derrière d'aller aussi chercher des parts de marché à l'extérieur? Donc en fait, il faudrait ou il aurait fallu que ces start-up développent des stratégies pour essayer de tenir ou de rester. On va dire ça comme ça. Voilà. Ok. Alors, durant l'année 2021, nous avons pu le voir en image, 11 startups ont reçu un financement de plusieurs millions de francs CFA après réception des fonds. Jessica Garba, est-ce que le gouvernement a un regard sur la gestion qui en est faite? Bien entendu, comme toute activité qui est menée ou toute action, intervention qui est menée par le gouvernement, il y a toujours de la reddition de comptes. Il y aura toujours des exercices de reddition de comptes. Donc, qui dit reddition de comptes dit suivi. Donc, nous suivons aujourd'hui, par rapport en tout cas à la cohorte de start-up qui est en train d'être suivie pour cette première édition. Il y a des experts qui sont là pour les suivre, je dirais presque au quotidien. Quand je dis suivi, je parle de suivi dans leur gestion, je parle de suivi dans les dépenses, dans leurs dépenses. Je parle vraiment de suivi également au niveau de la croissance de l'entreprise entre le moment où les fonds sont perçus et la suite du temps. Donc, nous, au niveau du fonds, du FAEN, on a ce mécanisme de suivi-là, mais également, il faut savoir que les entreprises se font accompagner par des experts qui les suivent au quotidien, experts comptables, experts en audit. Donc voilà, il y a vraiment ce suivi-là qui est fait parce que, encore une fois, c'est l'argent du contribuable et nous avons des objectifs d'être vraiment transparents sur comment ça se fait, qu'est-ce qui est fait avec chacun des francs qui a été alloué. Très bien, on va retenir ces propos-là comme votre mot de fin, Jessica Garba, parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Arrête en nous, un dernier mot pour finir avec cette rubrique. Dis merci au gouvernement pour tous les efforts qui ont été fournis et leur dit maintenant qu'il faut aller très vite. On a assez entre griffes pavadées. Il est temps d'aller très vite parce qu'on est, quel que soit ce qu'on va dire en termes de start-up aujourd'hui, c'est qu'il faut créer, et puis ça, tous les gouvernants l'ont compris, il faut créer l'atmosphère nécessaire pour créer des champions déjà nationaux et permettre à ces champions nationaux maintenant de pouvoir prendre d'autres parts de marché à l'international. Très bien, Arel Zandou, merci beaucoup à vous, Arel Zandou, président de l'Association des startups du Bénin, d'être venu sur ce plateau. Jessica Garba, au plaisir de vous retrouver une autre fois pour un autre sujet, pourquoi pas. Au plaisir également. Eh bien, mesdames, messieurs, cette émission se poursuit. L'entrepreneuriat numérique n'aurait pas été si aisé si sécurité il n'y avait pas dans le cyberespace. Cybersécurité, c'est la dernière rubrique de cette émission. 2021 et cybersécurité, les données du Bénin, toutes protégées. C'est donc le thème à aborder au cours de cette troisième rubrique. Mais avant l'entretien plateau, suivons ensemble cet élément témoin qui porte sur les performances de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI. La cybersécurité n'était pas une préoccupation, en tout cas au niveau national. Et donc, on a la vision du chef de l'État qui a été portée sur le développement du numérique et sur la sécurité qui va avec. Donc, rapidement, des actions très structurantes ont été prises, telles que la promulgation du Code du numérique. Et dans ce Code du numérique, il y a 2 livres qui sont consacrés à la lutte contre la cybercriminalité et à la cybersécurité. Alors,
c'est de la satisfaction parce que même si ce classement n'est pas une finalité, il vient quand même sanctionner la dynamique qui est mise en œuvre au niveau du pays. Cette satisfaction est aussi à l'endroit de tout l'écosystème, est à l'endroit de tous les acteurs, autant publics que privés, qui concourent, n'est-ce pas, à la promotion de la cybersécurité. On a par exemple un ministère qui assure la cohésion de tout ce qui est développement au niveau du numérique, de tous les acteurs étatiques au niveau du numérique, et qui fait beaucoup d'efforts pour que toujours la cybersécurité soit au cœur de tout ce développement-là, donc que les actions des agences sœurs, l'Agence des services et systèmes d'information, l'Agence pour le développement du numérique, l'Agence béninoise du service universel, par exemple, que toutes les actions de tout l'écosystème soient toujours marquées par la préoccupation de la cybersécurité dans ces développements-là. Donc c'est vraiment la prise en compte collective de tous ces acteurs-là pour la cybersécurité qui nous emmène là où on est aujourd'hui. Et les actions qui restent à implémenter dans cette stratégie, je pense que quand on aura fini de les implémenter toutes, je crois qu'on sera déjà dans le top 5. Nous l'avons vu dans l'élément témoin, eh bien, il est sur ce plateau avec nous Wanilo Medegan Fagla, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un plaisir pour nous de vous recevoir par ici. Au soir de l'année 2021, le cyberespace béninois est-il sécurisé? Alors, je pense qu'on connaît la réponse à cette question. La sécurité à 100% est un doux rêve qui, malheureusement, personne ne peut dire que tout est sécurisé à 100%. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas trop facile pour les personnes malveillantes de frapper dans notre cyberespace? Je peux dire oui. Je peux dire oui dans la mesure où, désormais, la matière première pour une telle situation est présente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les mesures et les dispositions à prendre pour que le cyberespace béninois soit sécurisé sont prises. Donc il y a un ensemble de mesures à différents niveaux, niveau administratif, réglementaire, technique, humain, qui sont mis en œuvre justement pour que les choses ne soient pas trop faciles pour les personnes malveillantes. Alors, les choses ne sont pas trop faciles pour les personnes malveillantes, mais pour le compte de cette année 2021, par exemple, combien d'attaques est-ce que le Bénin a enregistré? Très bien. Alors, c'est compliqué à répondre dans la mesure où le Bénin, ça implique l'État, ça implique les privés, ça implique les citoyens. C'est très compliqué de donner un chiffre avec précision. Un chiffre que je peux donner, par exemple, pour illustrer quelque chose, c'est un type d'attaque qu'on appelle le Business Email Compromission. Donc, c'est une attaque très ciblée qui vise des entités qui génèrent qui prêtent beaucoup d'opérations financières, par exemple, dans différents domaines, import-export, où les pirates arrivent à s'introduire dans les processus financiers de cette entité et détourner des virements, par exemple. Au Bénin, nous avons eu cette année 7 entités qui nous ont remonté ce genre d'incident, où nous avons fait les investigations et puis évalué les préjudices possibles à 600 millions de francs CFA. Pour dire qu'on n'est pas à l'abri comme aucun pays, nous ne sommes pas à l'abri de ce genre d'attaque. Maintenant, effectivement, il y a eu plein d'attaques. Pourquoi je dis que ce n'est pas facile de donner ce chiffre? Parce que des attaques, il y en a des milliers toutes les heures. Toutes les heures. Toutes les heures. Il y en a des chaque jour. Voilà, non, toutes les heures, il y en a des milliers. Dès que vous mettez un système informatique sur Internet, tout de suite, des robots commencent à essayer de frapper à la porte et pénétrer ce système-là de manière automatisée, sans même grand espoir de réussir à pénétrer votre système. Mais on ne sait jamais. Si c'est trop facile, justement, ils pénètrent. Si le mot de passe d'administration du système est un mot de passe lambda, d'accord, rapidement, les robots pénètrent et donnent l'alerte à leur maître, entre guillemets, qui viennent du coup s'installer et commencer à regarder, mais ce système, de quoi est-il composé, à quelle entité il appartient, qu'est-ce que je peux en faire, etc. Et donc, des attaques comme ça, il y en a plein. Voilà, il y en a vraiment plein. Et à différents niveaux, donc nous avons aussi les attaques de cyber-escroquerie, nous avons les attaques automatisées sur des entités peut-être de l'État ou des entreprises. Nous avons, vous savez, c'est l'âge d'or du ransomware, du rançongiciel, où voilà, donc il y a eu aussi des cas de rançongiciel en 2021 dans des entités bien connues de la place, donc voilà. Alors est-ce que le Bénin est arrivé à parer à toutes ces menaces-là au cours de l'année?
Non, il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Quand je disais tout à l'heure, un préjudice financier possible de 600 millions, c'est pour dire que ces attaques ont été arrêtées. Elles ont été arrêtées à temps, mais le préjudice qui aurait pu en découler est de 600 millions. Certaines ont prospéré, et ce qui est important, c'est la capacité de l'État ou des entités concernées à réagir. C'est ça. Je dis souvent une phrase, c'est-à-dire que il existe deux types d'entités, celles qui ont été piratées et celles qui ne savent pas encore qu'elles sont piratées. Donc, quand on estime aujourd'hui à 6 mois le délai que met un administrateur système à détecter la présence d'un pirate en son sein, dans son système d'information. Donc, le travail des personnes qui sont du côté de la cybersécurité, c'est de réduire au maximum ce délai-là pour pouvoir réagir à temps. Donc, un pirate qui est dans votre système, aujourd'hui, il ne va pas... Il y a quelques années, quand vous piratez un système, la gloire est votre moteur. Effacer le système, mettre une tête de mort, dire oui, je suis passé par là, et que les autres pirates disent ah, vous voyez, tel pirate a piraté tel système, c'était ça la gloire il y a quelques années. Aujourd'hui, ce sont les finances, le moteur. Donc, quand la personne s'installe, il n'a aucun intérêt à être détecté. Donc, il va mettre en œuvre des dispositifs les plus discrets possibles pour rester dans votre système le plus longtemps possible. Et un exemple assez courant, vous avez un site web que vous avez mis en œuvre qui est votre site de e-commerce. Celui qui le pirate va installer un sous-site dans votre site, et ce sous-site-là va lui servir maintenant à lui comme miroir dans ses attaques. Donc, il va envoyer des emails frauduleux à des gens. Les gens vont voir l'adresse de votre site à vous et ça va les emmener vers du contenu qui est le contenu à lui, qui est du contenu malveillant justement. Oui. Et par ricochet, quand les scanners de sécurité vont détecter ça, c'est votre site à vous qui sera flagué comme site malveillant, puisque le contenu malveillant est hébergé chez vous. Mais plus ça dure, plus c'est avantageux pour lui, plus il peut mener d'attaques dans ce sens-là, en utilisant votre ressource. Par exemple, autre chose, c'est qu'il peut simplement, sur votre page, si votre page a beaucoup de trafic, il peut déposer un petit script dessus, donc c'est un petit bout de code, de programme, qui va miner de la crypto-monnaie. Donc tout visiteur qui viendra, même s'il passe 1 minute ou 2 minutes sur la page, va contribuer à miner un peu de crypto-monnaie pour le compte de ce pirate-là. Okay. Plus ça dure, plus c'est rentable pour lui, donc il n'a pas d'intérêt à ce que vous soyez. Donc, pour revenir à la question, notre objectif, c'est de réagir le plus vite possible. Et pour réagir, c'est pourquoi nous avons mis en place une équipe gouvernementale de réponse aux incidents de sécurité informatique. Donc, le CSIRT, le BJCSIRT. Donc, quand l'incident occure et il est détecté par différents moyens, ou peut-être par l'entité qui est concernée ou par la surveillance globale du BJCSIRT, la réponse, le processus de réponse et son efficacité sont la clé de notre action. Et ça, c'est des réponses aux menaces que pourraient subir des citoyens ou même les menaces que pourrait subir l'État. L'administration, c'est ça. L'administration, bien sûr. Le BJCSIRT est défini par le périmètre qu'il surveille. Aujourd'hui, le BJCSIRT, comme je le disais, c'est une équipe gouvernementale de réponse aux incidents. Donc, ça veut dire que son périmètre premier, c'est le gouvernement. Donc, c'est les ressources du gouvernement qu'il surveille. Si on ne fait pas ça, malheureusement, on n'est pas pléthore. Il n'y a pas des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent dans cette équipe-là. Donc, il faut concentrer ses actions. Et si on voulait absorber ce qui arrive à tous les Béninois, on serait très, très vite dépassé. Alors, comment justement le Bénin s'y prend pour redorer la confiance numérique dans le cyberespace béninois? Voilà. Alors, la confiance numérique, c'est un terme, donc c'est une notion assez complexe parce qu'elle est composée de beaucoup d'aspects. Mais un exemple que je peux donner qui est assez criard, en fait, ça dépend. Confiance numérique de qui envers quoi? Donc, si on prend déjà on cible les citoyens ou l'administration, envers quoi? Envers les services dématérialisés. Oui. Aujourd'hui, par exemple, nous avons de plus en plus de services qui sont dématérialisés au niveau du portail des services publics, opéré par la CI, le ministère. Donc, ces e-services-là, aujourd'hui, quand on vous dit, vous sortez un acte de naissance ou bien un casier judiciaire, quelle est la valeur probante de ce casier judiciaire? Quand ça arrive devant un tribunal dans un cas où il faut juger que cet acte de naissance était légitime,
Quelle valeur ça a? Parce que ça sort du système informatique. Ce n'est pas un papier qui était dans l'administration, archivé, etc. Quelle valeur probante on lui donne? Pour ça, on a un mécanisme, en tout cas une infrastructure qui est la PKI, la publique et infrastructure, l'infrastructure de gestion de clés nationales, qui permet de garantir la fiabilité des transactions électroniques. Donc, grâce à ça, ce document peut être signé électroniquement, de manière à ce que finalement, même devant un tribunal, on puisse, la chaîne de confiance qui a servi à la signature de ce document électroniquement, garantit sa viabilité. Donc ça, c'est par exemple un élément de confiance numérique à redorer. Un autre élément de confiance numérique, c'est, on peut citer par exemple la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Aujourd'hui, l'État va manipuler, au travers de toute cette transformation numérique, des données des citoyens. Des données même financières concernant l'État, etc., des choses assez sensibles. Et il faut que les citoyens aillent vers ces services en ne se disant pas que ces données vont se retrouver dans la nature un jour. Et pour ça, le gouvernement a adopté il y a quelques semaines une politique de sécurité des systèmes d'information de l'État dont le rôle est d'emmener tous ces systèmes d'information-là à un niveau de sécurité acceptable. Donc l'acceptable est important pour dire qu'on ne cherche pas le 100%, mais quand on évalue nos risques, voici le niveau de sécurité où on juge qu'on est confortable. Donc c'est le rôle de cette PSSIE qui se compose de plusieurs règles qui vont s'imposer aux entités de l'État, donc que ce soit des institutions, de l'administration, des sociétés d'État ou même des délégataires des services publics, de manière à ce que ces règles, une fois mises en œuvre, portent la sécurité de ces systèmes d'information à un niveau acceptable. Donc c'est ce qui va concourir à la confiance numérique. Très bien. Et au nombre des actions phares à mettre sur le compte de l'année 2021 en matière de cybersécurité, de façon, je dirais, succincte, que peut-on retenir? Pour nous, la plus grande victoire, c'est cette PSSIE. C'est cette politique de sécurité-là. Parce que elle consiste en un petit tsunami quand même dans l'écosystème. Ce que ça va entraîner comme action pour la mise en conformité, c'est assez considérable. Je m'explique. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps pour avoir l'adhésion de l'État parce que ça va impliquer beaucoup d'investissements. Et elle s'est imposée sous forme de décret venant du plus haut niveau à toutes ces entités-là. Donc, elles n'auront plus le choix de se conformer à cela. Parce que c'est bien ça le problème de la cybersécurité aujourd'hui. On sait qu'il faut le faire, mais on n'y va pas. Parce que c'est comme une assurance, bon, il ne nous est jamais rien arrivé d'incontournable. On ne le fait pas jusqu'au jour où ça nous arrive. Donc aujourd'hui, ce ne sera plus un choix. Mais le fait que ce ne soit plus un choix va impliquer beaucoup d'actions, telles que les audits à faire réglementaires sur tous les systèmes, des plans d'action à mettre en œuvre, des plans de continuité à rédiger, à tester et à renforcer dans la politique de l'entreprise, la création d'un poste de responsable de la sécurité des systèmes d'information dans chaque entité, la remontée systématique des incidents, la séparation des usages personnels et les usages professionnels, les Yahoo qui vont être bannis des emails professionnels, le fait de ne plus aller sur le cloud pour assurer la souveraineté de l'État au niveau des données, pour mieux protéger les données personnelles, la conformité à différentes réglementations. Donc ça va être beaucoup de choses. Et ce qui est important, c'est par rapport à l'éclosion d'un écosystème de professionnels. Parce que justement, on disait oui, mais il n'y a pas assez de professionnels en cybersécurité au Bénin. Ce qui n'est pas... Enfin, s'il n'y a pas d'offre, s'il n'y a pas de demande, pardon, il n'y a pas non plus de professionnels. Vous formez des gens en cybersécurité, ils vont finir développeurs web parce qu'il n'y a pas de demande en cybersécurité. Aujourd'hui, il y aura la demande, donc tous les jeunes qui sortent d'école, qui ont fait des cycles de cybersécurité, auront finalement plus d'opportunités pour exercer ce qu'ils ont appris. Et autre chose importante, c'est que pour faire ces prestations à l'État, il faut être un prestataire connu de l'État. Donc, n'importe qui ne peut plus se lever et dire qu'il va faire des prestations de cybersécurité. Donc, il y aura un référentiel de qualification des fournisseurs de services de sécurité numérique qui seront qualifiés par l'ANSSI. Et ça va impliquer, si vous êtes une boîte, de ne pas faire appel forcément à la compétence extérieure. Vous aurez un quota de compétences locales à embaucher, former et garder actifs sur le territoire. Donc ça va être aussi un moyen de fournir du travail à tous les jeunes et tous les talents qui sortent de... Et tout ça est inclus dans la stratégie nationale de cybercriminalité? Tout ça est inclus. Ce sont des applications, ça fait partie de la mise en œuvre de la stratégie. Ça rentre dans le cadre de la vision qui était énoncée au cœur de la stratégie nationale de sécurité numérique. Donc le fait que la
PSSIE soit élaborée en ce sens est finalement une des émanations de cette stratégie-là. Alors, dites-nous, cette stratégie, durant l'année 2021, comment est-ce qu'on a ressenti les fruits? Alors, les fruits, donc, vous m'aviez demandé qu'est-ce qui étaient les faits marquants aussi. On a eu d'autres faits marquants, tels que, surtout sur les coopérations. Sur la coopération, donc en début d'année, le PJC CIRT a été accepté au sein du FIRST. Le Forum mondial des équipes de réponse aux incidents. Ça y est, madame est certifiée cybersécurité. Donc globalement, en fait, cette adhésion, faut la voir quand même comme une sorte d'homologation, parce que le processus est un peu compliqué. Il y a un audit, ils viennent sur place vérifier que vous avez la maturité nécessaire, que vos outils, vos processus sont bien installés, que vous avez la résilience humaine et les capacités techniques. Et donc ça prouve le fait que le BIC CIRT est une équipe qui est aux normes internationales et qui fait un travail considérable. On a aussi, par exemple, des partenariats bilatéraux qui ont été signés. Donc, en plus de celui avec la Tunisie ou du Burkina Faso, il y en a un qui a pas mal fait polémique. C'est celui avec l'équipe gouvernementale donc chinoise, donc l'homologue du BIC CIRT, mais côté chinois, côté Chine. Et ça a fait pas mal de remous parce que fantasme. Quand on parle de Chine, tout de suite, il y a beaucoup de fantasmes. Les gens n'ont pas voulu écouter forcément le fond de la chose et ont commencé à avoir peur en se disant que ça y est, notre sécurité était remise aux mains des Chinois, que les Chinois allaient prendre toutes nos informations parce qu'on allait mettre des équipements. Et en fait, il n'en est rien. Ce partenariat, c'est un partenariat de partage d'échanges. Tout comme on fait avec le FIRST aujourd'hui. Dites-vous que si on est attaqué depuis le Japon, notre force à nous, c'est pas de pouvoir aller pirater le serveur là-bas ou bien de bloquer l'attaque de manière cybernétique. C'est d'appeler quelqu'un au Japon parce qu'on est dans le réseau du FIRST et que de fait d'être dans ce réseau, il est entre guillemets obligé de nous porter assistance. Et de la même manière, si le Japon était attaqué par le Bénin, nous on interviendrait pour couper l'attaque à la source. Et en fait, c'est la même chose qu'on vient de gagner dans ce partenariat avec la Chine, qui peut nous mettre en contact avec des fournisseurs de services tels que TikTok, qui ne sont pas des plus négligeables aujourd'hui. Et de manière à ce que s'il y a une attaque, sachant qu'une grande partie des attaques viennent de Chine, d'accord, donc de manière à ce que s'il y a une attaque qui vient de ce côté, ils puissent nous porter assistance. Voilà un peu. Très bien. Et dites-nous, avec la stratégie nationale de cybersécurité, il y a un pan qui a été pris en compte, c'est la création d'un cyberrange pour développer des formations pratiques en cybersécurité. A-t-il été effectif durant cette année 2021 ? Il a été effectif. Nous avons mis un peu de temps à le mettre en œuvre parce que nous voulions avoir quelque chose de très flexible, de très dynamique, qui ne soit pas figé dans le temps. Parce que, dites-vous, regardez, il y a quelques semaines, depuis quelques jours, semaines, toute la toile est secouée par une faille qui est des plus critiques, qui est la faille nommée Log4j, qui secoue tout le monde. Si on n'a pas de flexibilité dans ce qu'on a mis en œuvre pour se former, et qu'on est figé dans des choses d'une certaine époque, finalement, le cyberman perd son utilité. Donc, on a mis beaucoup de temps à développer quelque chose que nous maîtrisons de bout en bout, et qui est flexible et que nous pouvons adapter au fil du contexte, en fait. Donc, aujourd'hui, il est effectif et il a connu son premier lot de formation au travers d'une série de mini bootcamps. Donc, des mini bootcamps parce que ça n'a duré qu'une journée, d'initiation à la cyberdéfense de manière opérationnelle. L'avantage de ce cyberman, c'est excite la théorie. Il n'y a pas de théorie. Vous venez, vous êtes mis dans la peau d'un administrateur système qui est confronté à une attaque. Voilà, une attaque de tout type, un ransomware, un site web piraté, une attaque par déni de service. Vous avez 3 heures pour résoudre le cas. Et là, vous avez les coachs de l'ANSSI qui vous aiguillent sur comment faire, quoi regarder, où patcher, etc. Et donc, c'est ce qu'on a pu faire pour à peu près 60 personnes sur le mois de novembre et de décembre. Alors, pourquoi 3 heures? Je m'interroge, pourquoi 3 heures? Est-ce que lorsqu'on a une attaque face à soi, en tant qu'expert en cybersécurité, on doit forcément la régler en 3 heures? Tout dépend de votre business. Tout dépend de l'entité que vous protégez. Il y a des entités qui ne peuvent pas rester off 2 minutes.
Un service de transaction bancaire SWIFT ne peut pas rester off 2 minutes, 10 minutes, c'est beaucoup trop. Donc, il y a tous les plans de continuité d'activité qui sont mis en œuvre pour que s'il y a une attaque comme ça, on puisse continuer tout de suite. 3 heures, j'ai dit ça au hasard, mais ça peut être 3 heures, ça peut être 6 heures, ça peut être une semaine. Il y a donc, ça peut aussi dépendre du type de menace. Ça dépend surtout du type d'activité qui est impacté par la menace. OK. Voilà. Alors, le Bénin est classé 56e sur 194 pays dans le rapport 2020 de l'indice global de cybersécurité. Le pays a ainsi progressé de 92 places en 3 ans, passant de la 149e en 2017 à la 56e place en 2020. Le bond est vraiment très grand. Est-ce qu'il y a des perspectives pour l'année 2022? Absolument, absolument. Alors, ce classement ne se fait plus tous les ans, donc je pense qu'il va se faire dans 2 ans, ce sera peut-être autour de 2023, ce qui nous laisse le temps de fourbir nos armes. Et en fait, c'est le nombre d'activités que vous faites dans cette période aussi qui est important. Donc, nous allons en multipliant, bien entendu, les activités, les initiatives. La toute dernière en date, c'est la formation des acteurs de la chaîne de dépenses publiques, qui sont des personnes qui manipulent des données critiques pour l'État. Bien sûr. Donc, l'idée était de les former à un usage sécurisé de l'outil numérique, et le lancement a été fait par Madame la ministre du Numérique lundi dernier. Et donc, autant toutes ces actions que nous faisons pour monter en capacité, disons, tous les usagers du cyberespace, tout ça concourt justement à nous monter dans ces classements-là. Okay. Et, mais en termes de grosses actions à venir, nous avons quelques grosses actions dans le viseur qui nous permettront justement de rentrer tout au moins dans le top 5 de l'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'on peut avoir juste une idée? OK. La politique de protection des infrastructures critiques. Ouais. Maya Gleta, par exemple. Ce n'est pas un secret, je ne trahis aucun secret en disant que si on regarde dans le périmètre, ça fait partie des infrastructures les plus critiques du Bénin. Parce que, justement, elle a une dépendance technologique qui fait qu'avec un virus, comme on a pu le voir dans plusieurs autres pays, le pays peut perdre 50 à 60% de sa fourniture d'électricité, le temps de réparer ça, etc. Et c'est une situation qu'on ne veut surtout pas. Et pour ça, il faut mettre en œuvre les garde-fous qu'il faut, au travers donc d'une politique de protection de tout ce qui est infrastructure d'information critique que les opérateurs devront mettre en œuvre. Et contrairement à côté de la PSSIE qui est moins obligeante, cette politique ne donne pas de marge à l'à peu près. Vraiment, comme vous êtes critique, vous êtes obligé de respecter et de mettre en œuvre ces réglementations. Ouani Lomédéga en Fagla, d'autres perspectives pour 2022? L'adhésion du Bénin à certaines conventions d'entraide au niveau international, comme la convention de Malabo sur la cybercriminalité, la convention de Budapest, pour finalement nous permettre d'être plus intégrés dans cette lutte-là. Par exemple. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Les échanges ont été, je pense, assez enrichissants. Bien entendu, Alexandra Diotan. Oui. Madame, Monsieur, numérique au Bénin, 2021, l'année de grande réalisation. Nous voilà au thème de notre randonnée. Merci à tous de nous avoir suivis et puisse 2022 être encore plus prolifique en termes de prouesse tel qu'annoncé sur ce plateau par nos différents invités.